Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une de l'actualité du continent, l'Organisation mondiale de la santé décrète l'urgence internationale face au coronavirus. L'Afrique, elle, est toujours épargnée par l'épidémie. Des Camerounais, vous le verrez, placés en quarantaine en Chine, demandent à leur président Paul Biya de les rapatrier. Nous irons également en Guinée dans ce journal. La contestation contre un nouveau mandat du président Alpha Condé dure depuis maintenant 3 mois. Le FNDC annonce ce soir une trêve d'une semaine pour permettre des négociations avec le pouvoir. Et puis il n'y aura bientôt plus de soldats de l'Union africaine en Somalie. Le pays est pourtant régulièrement attaqué par des groupes terroristes. Il y a encore un mois, un attentat faisait plus de 80 morts. C'était à Mogadiscio. Le doute est donc levé en Côte d'Ivoire. L'étudiante ivoirienne en provenance de Pékin n'est pas porteuse du coronavirus. Les symptômes de la jeune femme avaient pourtant semé l'inquiétude. Aucune infection n'est donc confirmée, aucune infection a été signalée à ce jour en Afrique, mais à des milliers de kilomètres de là, en Chine, des ressortissants africains demandent à leurs autorités de les rapatrier vers leur pays d'origine. C'est le cas de 300 Camerounais. Ils sont en quarantaine à Wuhan. C'est l'épicentre de l'épidémie. Ils ont écrit au président Paul Biya. Les précisions depuis Yaoundé de Marcel Amoko. Ce n'est pas encore la panique ici au Cameroun par rapport à cette épidémie de coronavirus, mais cette lettre adressée au président Paul Biya par quelques 300 Camerounais, étudiants et travailleurs résidant dans la province chinoise de Wuhan, épicentre de l'épidémie, ressemble à un véritable cri de détresse de la part de ses auteurs qui se disent abandonnés par leur gouvernement dans cette région, placée en quarantaine depuis le 23 janvier dernier, alors que de nombreux pays occidentaux notamment rapatrient leurs ressortissants. Les auteurs de la lettre rappellent que leurs démarches auprès de la représentation diplomatique du Cameroun en Chine sont restées lettres mortes jusqu'à présent, ce qui les a contraints à saisir directement le chef de l'État camerounais dont ils implorent le soutien matériel et financier. Pas de réaction pour l'instant des autorités camerounaises après ce cri de détresse de leurs ressortissants vivant en Chine, mais le ministre de la Santé a annoncé pour les prochains jours le renforcement des contrôles sanitaires avec l'installation de caméras thermiques et de thermoflash et autres outils de contrôle dans les principaux aéroports du pays pour parer à toute éventualité. Et nous l'avons appris dans la soirée, la compagnie Royal Air Maroc annonce suspendre tous ses vols avec la Chine. Le Maroc a également annoncé le rapatriement de ses ressortissants présents à Wuhan. On va prendre maintenant la direction de la Guinée, où la contestation dure depuis 3 mois contre un éventuel mandat du président Alpha Condé. Le FNDC, le Front national pour la défense de la Constitution, annonce suspendre la mobilisation pour une semaine, le temps de permettre aux autorités religieuses de rencontrer le pouvoir pour des négociations. Les précisions de Malik Diakité. D'après Abdraman Sano que nous avons joint, le FNDC est ouvert à tout dialogue et accepte de suspendre ces manifestations de la semaine prochaine. Sano précise aussi que le FNDC demande au président Alpha Condé de renoncer à son projet de 3e mandat car c'est un projet dangereux. Ces leaders religieux comptent à présent rencontrer le président de la République d'abord pour discuter du report des élections législatives prévues pour le 16 février. C'est pour l'instant l'objectif de ce dialogue engagé par les religieux du pays afin de permettre aux partis politiques membres du FNDC de participer au scrutin. Pour l'heure, il n'est pas question d'une nouvelle constitution, mais des élections législatives, nous a confié un religieux. Reste à savoir quelle sera la réaction des autorités qui affirment déjà que tout est prêt pour les élections législatives prévues pour le 16 février prochain. Voilà pour la situation donc en Guinée qui a fait en l'espace de 3 mois au moins 28 morts. Des violences, il y en a aussi en Libye. Le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés, le HCR, annonce suspendre ses opérations à Tripoli ce jeudi. Le terrain étant devenu trop dangereux. En attendant, la diplomatie africaine, elle s'active. Les leaders africains étaient réunis à Brazzaville pour tenter de trouver une solution au conflit libyen. L'Algérie se propose pour accueillir un forum de réconciliation. Et de son côté, l'envoyé spécial des Nations Unies pour la Libye, Rassan Salamé, continue de dénoncer les ingérences militaires dans ce pays. On l'écoute. Il y a des acteurs sans scrupules à l'intérieur et à l'extérieur de la Libye qui hochent cyniquement la tête envers les efforts de promotion de la paix et affirment pieusement leur soutien à l'ONU.
Pendant ce temps, ils continuent de se rallier à une solution militaire, faisant ainsi planer le spectre effrayant d'un conflit à grande échelle et d'une misère plus grande pour le peuple libyen. Et l'Union africaine qui devrait retirer d'ici 2021 ses troupes de Somalie. Pour beaucoup, ce départ intervient trop tôt. La Somalie est régulièrement frappée par des attaques djihadistes. Le mois dernier, encore un attentat tuait au moins 80 personnes. Nicolas Germain. Ces hommes en survêtement bleu font partie de l'armée somalienne. Ils sont entraînés par des soldats ougandais de l'AMISOM, la mission de l'Union africaine en Somalie. L'AMISOM est arrivée ici en 2007 pour aider le pays à lutter contre les Chebab, un groupe djihadiste. Aujourd'hui, l'AMISOM compte 20 000 troupes en Somalie. La mission doit en théorie partir l'an prochain, mais les Chebab sont toujours opérationnels et certains pensent que la force africaine devrait rester plus longtemps. Si le départ est précipité, s'il se fait dans de mauvaises conditions, alors notre inquiétude, c'est que tous nos progrès depuis quelques années n'auront servi à rien, que tous nos sacrifices auront été réalisés en vain. Beaucoup de Somaliens sont d'accord avec ce responsable de l'AMISOM. Si l'AMISOM part, je pense qu'il y aura des combats. Je pense qu'il y aura beaucoup de morts. L'AMISOM est composée de policiers et de soldats. Les militaires viennent de 5 pays, le Burundi, Djibouti, l'Éthiopie, le Kenya et l'Ouganda. L'ambassadeur ougandais en Somalie pense que les Chebab attendent avec impatience le départ de la force africaine. Dès qu'on dira l'AMISOM est en partance, ils reviendront ici. C'est sûr. Vous pouvez construire des murs plus élevés, mais ils connaissent le chemin. Ils viendront par vagues. En 2011, l'AMISOM avait chassé les Chebab de Mogadiscio, mais depuis ils attaquent régulièrement la capitale. Ils l'ont encore fait le mois dernier. L'attentat a coûté la vie à plus de 80 personnes. Et beaucoup ici pensent que l'armée somalienne n'est pas encore prête pour remplacer l'AMISOM. Il est le plus grand producteur de pétrole sur le continent. Le Nigeria veut réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Le pays se dit même prêt et déterminé à mettre fin au torchage de gaz. Le torchage de gaz, c'est une technique qui permet de brûler le gaz qui s'échappe des puits de pétrole. C'est un peu technique, on vous l'accorde, mais notre reporter Moïse Gomis vous explique. Dans cette école du delta du Niger, cette institutrice doit crier pour se faire entendre. L'attention des élèves est distraite par un son venant de l'extérieur. Une entreprise exploite du pétrole à moins de 500 mètres de l'école et faute de stockage, le gaz s'échappant du gisement pétrolier est brûlé. La plupart des élèves de cette école tombent malades. Probablement à cause des émissions de gaz venant de là-bas derrière. J'ai l'habitude de les transporter à l'hôpital pour une maladie ou une autre. En 2018, 7 milliards de mètres cubes de gaz ont été brûlés au Nigeria, un volume divisé par 3 depuis 15 ans. Au ministère des Ressources pétrolières, l'objectif est zéro torchage de gaz en 2030. Abuja a lancé un programme national de commercialisation. Le but, exploiter le gaz dans des sites précis au lieu de le brûler. Pour le succès de notre programme de commercialisation, nous devons impliquer les communautés du delta du Niger. C'est une des clauses que nous avons inscrites dans notre appel d'offres. Les investisseurs doivent avoir un plan de développement pour la communauté, prenant en compte le bien-être des habitants. Le Nigeria dispose des premières réserves de gaz en Afrique, alors son gouvernement menace de retirer les licences d'exploitation aux compagnies pétrolières, continuant à brûler le gaz sans autorisation. Cette directive est impopulaire auprès de l'Association nigériane du gaz. Cette organisation fédère des multinationales et des opérateurs locaux. Plusieurs des membres de notre réseau n'ont pas attendu le gouvernement pour réduire le torchage de gaz. Certains développent de leur propre initiative des projets d'expansion de gaz en dehors de tout contrat avec l'État. C'est une prise de risque, mais les investisseurs veulent aller de l'avant. Mais les habitants du delta du Niger espèrent que ces projets énergétiques se feront sans pollution et sans rejet de gaz. On vous en parlait en début de semaine. Angélique Kidjo a remporté un Grammy pour son album Célia, un prix qu'elle dédie à la jeunesse africaine. Notre correspondant à Los Angeles, Loïc Piala, a eu le privilège de la rencontrer. Écoutez. J'ai gagné le dernier Grammy. J'avais dit dans mon discours que ce prix que je reçois, je ne le reçois pas pour moi, je le reçois pour la jeunesse africaine. Et que cette jeunesse africaine, elle écrit une musique nouvelle. Elle est dynamique.
elle n'est pas représentative de l'image qu'on veut nous donner de l'Afrique tout le temps, qui ne crée rien, et de s'attendre à une vague quand ils vont arriver, les jeunes Africains. Cette musique qui va arriver, il faut que le monde entier soit prêt. Pas seulement les États-Unis, le monde entier soit prêt à ce que cette musique-là fasse partie de leur quotidien. Et le temps est venu. Les jeunes d'aujourd'hui ne veulent plus être les parents pauvres de rien du tout. Alors qu'ils sont talentueux, ils créent, ils ont des gens qui les suivent, ils font de l'argent chez eux. Pourquoi on devrait les mépriser parce qu'ils sont africains? Bienvenue dans le monde de ma réalité que j'ai vécue, que je continue de vivre depuis que j'ai commencé ma carrière. Et donc, la catégorie World Music, il y a une question par rapport à ça. Comment on appelle ces musiques qui viennent de l'Afrique? Le mot World Music doit disparaître parce que c'est une insulte. Parce que si nous, nous sommes des artistes du monde, les autres sont d'où? Ils sont de la planète Mars. D'où viennent le R&B, le hip-hop, le rock, le jazz, la valse, toutes les musiques viennent d'Afrique. Et on est têtu, on ne veut absolument pas reconnaître l'origine de toutes les musiques. On ne veut même pas reconnaître sa propre origine qui est africaine. Donc je veux que le monde se rende compte que l'Afrique n'est pas de l'attentisme. On n'a pas besoin d'aide, on a besoin de partenaires. Voilà, c'est la fin de ce journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.